Salut à tous. Eh bien, l'auto-aveuglement et l'illusion de soi ne constituent pas une bonne base pour exercer la puissance militaire, dans quelque contexte que ce soit. Il y a ici plusieurs problèmes. Premièrement, nous n'avons jamais eu de cadre stratégique cohérent. Les objectifs n'ont jamais vraiment été réalistes. Nous ne sommes pas passés par le processus visant à établir quel était l'objectif politico-militaire atteignable. Nous n'avons jamais compris les limites de notre puissance militaire. Nous n'avons pas regardé l'Iran honnêtement, sa taille, sa population, ses capacités. Nous avons grossièrement sous-estimé les Iraniens. Je pense qu'on peut attribuer une grande partie de cela à Israël. Nous nous sommes précipités, tête baissée dans quelque chose à la demande d'Israël. Et tout cela remonte à Israël. Apparemment, dans le monde de Trump, la stratégie consiste à entrer dans un champ de mines et à appeler l'explosion une tactique de négociation. Contrairement à ce que dit le président Trump, il n'existe aucune menace existentielle contre nous venant de l'Iran. Il n'y en a jamais eu. L'Iran n'est pas le principal état commanditaire du terrorisme. C'est un mensonge. Nous continuons à répéter ces mensonges jusqu'à l'absurde. Je pense que les Américains commencent à le comprendre, mais pas avant que la douleur empire. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que la douleur va devenir beaucoup plus forte. Le discours de vente était assez simple, se répéter le slogan assez fort et espérer que la réalité attende poliment à l'extérieur de la pièce. Il ne s'agit pas seulement d'une hausse des prix de l'essence. Cela concerne la nourriture, les intrants, le carburant, toutes sortes de carburants. Le carburant d'aviation a actuellement dépassé 250 $ le baril à Singapour. Le diesel est extraordinairement cher et en pénurie. Plus de 70% de nos agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'acheter de l'engrais. Environ 47 ou 48% d'entre eux déclarent faillite. C'est insensé. Et on ne comprend pas que les dommages que nous avons causés prendront longtemps à être réparés. Mais dans le langage des rassemblements électoraux, apparemment, la faillite n'est qu'une autre forme de désagrément patriotique. Nos soi-disant amis et alliés dans le Golfe ont découvert que nous ne pouvons pas les protéger, pas contre cette capacité de frappe iranienne, et ils s'éloignent donc de nous, ce qui s'est produit. Larry Johnson l'a bien formulé. Si vous essayez de suivre où nous allons, ce qui se passe et quels sont les objectifs stratégiques, vous allez développer un sérieux cas de coup du lapin. Il suffisait d'écouter les dernières déclarations du secrétaire Rubio, qui dit « ce que nous voulons vraiment, c'est ouvrir le Golfe ». Mais c'est comme cela que les choses étaient avant que nous commencions la guerre. C'est insensé. C'est bizarre. Et nous devons parler de la Chine et de la Russie, parce que la Chine en particulier est la principale bénéficiaire de nos politiques suicidaires. Washington a dressé la table, mis le feu au rideau, puis a fait semblant d'être surpris quand Beijing est arrivé pour le souper. Le contraste entre la position du sénateur Graham et ce que l'ancien directeur du contre-terrorisme Joe Kent a récemment expliqué est important. Tulsi Gabbard, l'ancienne patronne de Joe Kent, a témoigné sous serment que les services de renseignement américains étaient unanimement d'accord pour dire que l'Iran ne construisait pas, n'était pas prêt de construire et ne pouvait pas développer une arme nucléaire. Le président a rejeté cela et a dit « je me fiche de ce qu'elle a dit ». Je crois qu'il le faisait parce qu'il écoutait les Israéliens. C'est pas une évaluation du renseignement, c'est une politique étrangère fondée sur la rumeur préférée du moment. Amener les 18 agences de renseignement à s'entendre sur quoi que ce soit est très difficile. C'est un processus très laborieux et parfois très intense de coordination avec des gens qui défendent leurs arguments. Quand les 18 agences de renseignement disent, sans aucun doute, que l'Iran ne travaille pas à la fabrication d'une arme nucléaire et quand la Defense Intelligence Agency, ou DIA, mène une évaluation des dommages de combat, ce qui est précisément la spécialité de la DIA, c'est cette évaluation qu'il faut retenir. L'autre option consiste à se laisser influencer par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, ou par un autre gouvernement, Israël dans ce cas-ci, qui affirme que même après l'opération Midnight Hammer, même après que les 18 agences de renseignement ont conclu que la capacité nucléaire de l'Iran avait disparu, l'Iran était quand même en train de sortir des décombres d'une façon ou d'une autre et serait capable d'assembler 10 bombes en 2 semaines. Je n'accepte pas cela. J'accepte ce que la directrice du renseignement national
a dit, parce qu'elle l'a dit sur la base de la recherche, de l'analyse et du débat rigoureux, entre 18 agences de renseignement. Apparemment, le président Trump projette cela et pense encore que les Iraniens possèdent ou sont capables de posséder ou sont prêts de construire des armes nucléaires. Je suis pas surpris. Il va rentrer avec celle qu'il a amenée au bal. Cette cavalière, c'est Israël. Et les milliardaires qui l'ont porté au pouvoir sont les principaux soutiens du lobby israélien. Il ne serait pas là où il est sans eux. Quand le briefing contredit le scénario des donateurs, le briefing est la première chose qu'on jette hors de la pièce. Il existe une autre possibilité, je n'ai absolument aucune idée de savoir si elle est valide ou non, mais il pourrait très bien avoir quelque chose sur le président Trump qui remonte au drame Epstein. J'en sais rien. Je sais qu'il a toujours craint certaines choses, et l'une d'elles est le lobby israélien. Il y a donc plus que cela ici, et j'imagine que dans les mois à venir, nous allons en apprendre beaucoup plus. Mon point de vue, à l'heure actuelle, est que le président Trump croit fondamentalement à l'utilité de la puissance militaire américaine pour atteindre les résultats qu'il veut obtenir en politique étrangère américaine. Ce n'est pas juste. Cela n'a aucun sens. Et il s'est donc énormément appuyé là-dessus. Il a aussi misé là-dessus avec beaucoup d'arrogance et d'importance personnelle au point où les gens en ont assez de lui. Je ne parle pas des partisans MAGA les plus irréductibles. Je parle du reste du monde. Le reste du monde, malheureusement pour lui, ne vote pas dans les rassemblements électoraux et n'applaudit pas sur commande. Il est censé se rendre en Chine la semaine prochaine. Si je le conseillais, je lui dirais de faire preuve d'un peu d'humilité et de cordialité dans ses relations avec les Chinois, parce que si il pense qu'il va obtenir d'eux tout ce qu'il veut en les menaçant, il a perdu la raison. Cela ne fonctionnera pas. Cela produira l'effet inverse. Les menaces tarifaires peuvent sembler puissantes derrière un podium, mais elles ne se transforment pas magiquement en levier à Beijing. Cela soulève aussi la question de savoir si les professionnels autour du Premier ministre Netanyahou et les professionnels autour du président Trump, qu'il s'agisse du général Kane ou d'autres hauts responsables militaires, comprennent que davantage de bombardements ne leur apporteront pas ce qu'ils veulent. Je ne parle pas de Hexet, je parle d'officiers militaires professionnels de haut rang autour du président. C'est peut être quelque chose que les dirigeants israéliens comprennent en privé, mais ils ne l'accepteront pas. Et nous devons faire face à la réalité, tout comme les présidents américains, les premiers ministres israéliens obtiennent les généraux qu'ils veulent. Le président Trump a les généraux qu'il veut, et les généraux qu'il veut sont ceux qu'il est prêt à écouter. C'est toujours désastreux. Un dirigeant qui ne veut que des applaudissements finit par confondre le silence des experts avec un accord. Il y a des années, après la campagne aérienne du Kosovo, un général allemand 4 étoiles, qui était chef d'état-major au Supreme Headquarters Allied Powers Europe, m'a pris à part dans son bureau après une réunion. Il m'a dit qu'il pouvait voir que j'étais très contrarié par ce qui venait de se passer, parce que un certain officier allemand d'état-major général m'avait contredit pendant la réunion, puis il a expliqué que dans l'institution militaire américaine, les officiers subalternes ne peuvent pas contredire leurs supérieurs. Mais les Allemands étaient revenus à la tradition prussienne, selon laquelle l'officier d'état-major général a l'obligation de dire la vérité, c'est de dire ce qu'il croit réellement. Les Allemands avaient déjà fait l'expérience des courtisans, des gens qui disent aux dirigeants tout ce qu'ils veulent entendre. Ils n'allaient plus jamais emprunter cette voie. Mon admiration pour ce général allemand, 4 étoiles, a explosé à ce moment-là. Il était très critique de notre façon de faire les choses dans l'armée américaine, mais il avait raison. Nous avons une culture très courtisane. J'avais l'habitude d'appeler les auditoires qui écoutent les généraux des hocheurs de tête, parce que si le général disait « Eh bien, mon point de vue, c'est X, Y et Z », tous les hocheurs de tête dans la salle suivaient. J'ai vécu une situation où un général 3 étoiles m'a demandé directement, devant une salle de 50 officiers, « MacGregor, j'entends ce que vous dites maintenant. Pourquoi pensez-vous ce que vous pensez ?» Tout le monde m'a immédiatement regardé comme si c'était la fin de MacGregor. Alors je lui ai dit ce que je pensais et je l'ai expliqué. Puis il a dit, eh bien, je suis d'accord avec vous, MacGregor. Soudain, tous les hocheurs de tête ont regardé le général et ont suivi. C'est ainsi que les mauvaises décisions obtiennent une promotion.
D'abord comme loyauté, puis comme doctrine, et finalement comme désastre. Voilà le problème. Joe Kent a servi dans l'armée, et je suis sûr qu'il dirait quelque chose de semblable. Ce que vous dites n'a aucune importance si le patron ne veut pas l'entendre. Cela signifie que le président Trump est l'architecte de son propre désastre. Je pense que son administration est anthropique. Je pense que sa présidence court un risque très élevé de s'effondrer avant la fin de l'année. Le tragique, c'est que l'effondrement est vendu comme de la force jusqu'au moment précis où le plancher cède. J'ai écrit sur le déplacement de la richesse et du pouvoir vers la Chine, et il y a plusieurs aspects à cela. Un bon point de départ est le voyage du président et la question des cartes qu'il a en main face au président Xi. Je ne pense pas qu'il en ait, sauf des cartes d'humilité. Bien sûr, mettre Donald Trump et l'humilité dans la même phrase montre déjà le problème. Les Chinois seront polis en public, mais derrière des portes closes, s'il entrait dit, eh bien, je veux que vous m'aidiez à faire X, Y et Z. Je veux que vous disiez quelque chose aux Iraniens, ils vont éclater de rire en face de lui. Ils auraient pu lui dire la même chose que tant d'autres, comme Larry Wilkerson, Karen, Larry Johnson et beaucoup d'autres ont déjà dites. C'est une impasse. Cette opération militaire n'a aucun sens. Le problème, quand on traite la diplomatie comme un segment de télévision, c'est que l'autre camp n'attend pas la pause publicitaire. Et je ris parce que maintenant, je vois toutes sortes de gens, y compris le professeur Pape et d'autres, dire qu'il n'y a jamais eu de campagne aérienne et balistique réussie pour atteindre ce genre d'objectif. Eh bien, oui, c'est vrai, et je suis sûr que cela a été mentionné, je n'ai aucun doute que cela a été soulevé. Le problème, c'est que cela n'a pas d'importance. Parce que le président Trump, comme tant de dirigeants de tant de pays au cours de l'histoire, avait une écoute sélective. Il se retrouve donc maintenant face à une humiliation nationale, au mieux. L'humiliation internationale est certaine. Il a créé les conditions d'une dépression mondiale dans une grande partie du Sud globale. L'Europe se dirige aussi vers une très grave récession. Peu importe que vous écoutiez Peter Schiff, Ray Dalio ou n'importe qui d'autre, ils disent tous la même chose. Tout est mal géré. Et je pense que nous allons entrer maintenant dans une zone très sombre parce qu'à un moment donné, tout cela va rattraper le peuple américain. J'ai ri quand j'ai entendu le sénateur Lindsey Graham dire « Eh bien, un peu de douleur est un petit prix à payer, lui ne ressent aucune douleur ». Mais les gens de la Caroline du Sud vont en ressentir. Et ils vont en ressentir beaucoup dans les mois à venir, parce qu'on ne peut pas simplement inverser tout cela. Il est toujours remarquable de voir à quel point le sacrifice paraît bon marché depuis un micro, très loin de la facture d'épicerie. Quelqu'un m'a fait remarquer l'autre jour que, pendant la Covid, durant cette année de confinement, nous avons vidé 50% du pétrole de notre réserve stratégique. Et cela, alors qu'il n'y avait presque aucune demande. En ce moment, nous allons toucher le fond, pense-t-il, en juillet. Les gens à Washington disent « Oh non, 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 cela n'arrivera pas ». Mais combien de fois avons-nous déjà entendu cela? Trump est le capitaine du Titanic. Il a délibérément frappé l'iceberg. Le navire coule et il essaie de convaincre tout le monde que tout va bien parce que les lumières sont encore allumées. Cela ne fonctionnera pas. Dans cette version, le capitaine ne nie pas seulement l'iceberg. Il essaye de le vendre comme une propriété au bord de l'eau. Les Chinois restreignent actuellement l'accès à une grande partie des terres rares et à beaucoup de choses dont notre économie a besoin. Ce n'est pas un accident. Ils resserrent leur emprise sur le commerce. Ils élargissent les contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques, ils renforcent leur propre chaîne d'approvisionnement. Trump découvre que la puissance militaire n'est généralement pas un bon choix pour résoudre la plupart des problèmes. C'est probablement la pire des options dans presque toutes les situations, surtout dans le monde où nous vivons aujourd'hui, parce que nous dépendons réellement de tant d'autres pays. Je n'ai pas été surpris quand le gouvernement chinois a essentiellement dit au président d'aller se promener avec ses sanctions. Si vous savez ce que les Chinois sont en train de faire, ils ont dit que leurs entreprises ne respecteraient aucune de nos sanctions. Ils ont dit que les raffineurs privés liés au pétrole iranien continueraient à faire des affaires. Ils ont dit que leur poids lourd Angli Pétrochemical, une entreprise de raffinage, continuerait ses activités et qui se fiche complètement de ce que nous en pensons. C'est un changement profond.
Les sanctions semblaient impressionnantes jusqu'à ce que la cible refuse simplement de jouer le rôle qu'on lui avait assigné dans le théâtre de Washington. Même sur les tarifs douaniers, que je trouvais inutilement durs et offensants et très mal ciblés, il n'y avait aucune logique stratégique. Nous avons frappé tous nos amis. C'est ridicule. On n'attaque pas ses amis. Les Chinois avaient été plus que conciliants avec nous jusqu'à ce que nous les privions d'accès à l'énergie. Maintenant, ils sont bien approvisionnés. Ils disposent d'une grande réserve stratégique et ils ont stocké beaucoup de choses, y compris des engrais. Ils sont dans une meilleure position que presque tout le monde, mais ils vont plus traverser cela avec nous. Et maintenant, nous avons exposé notre manque de capacité. Il nous a fallu 70 milliards de dollars et plusieurs semaines pour épuiser notre arsenal de munitions exotiques et d'armes de précision guidées. Nous dépendons maintenant entièrement de notre surveillance spatiale aérienne, et celle-ci est neutralisée par nos adversaires. La conclusion, c'est donc que la Chine nous voit tels que nous sommes. Nous sommes du vent. Trump aime dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ont un faible quotient intellectuel. Je pense que les Chinois nous regardent et disent que les quotients intellectuels à Washington et à la Maison-Blanche ont chuté de façon vertigineuse. Traiter tout le monde de faible quotient intellectuel fonctionne mieux quand le tableur n'est pas en feu. En plus de tout cela, les Chinois n'achètent plus notre dette. Cela aura un effet sur le coût de la dette américaine. Certaines personnes font semblant que c'est pas un problème, que nous avons des moyens de contourner cela, ce dont parle Besant. Mais il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il n'y a pas que la Chine. Les Japonais commencent à faire la même chose parce qu'ils essaient de défendre le yen et ils sont dans une situation difficile. Nous sommes très vulnérables en ce moment. Comment allons-nous maintenir les taux d'intérêt bas encore longtemps? Que faisons-nous contre l'inflation? Où trouvons-nous du crédit bon marché quand les taux d'intérêt montent? Les taux obligataires ou les rendements augmentent. Comment arrêter les 5%? Tous ceux que je connais me disent la même chose. Quand le bon du Trésor à 10 ans atteint 5%, nous sommes finis. Nous ne pouvons pas payer les intérêts de la dette. Et nous le savons depuis longtemps. C'est pas une nouvelle de dernière heure. Pourtant, qu'avons-nous fait? Nous n'y avons prêté aucune attention. Nous avons dit, non, vous ne comprenez pas l'économie moderne. La dette n'a pas d'importance. Eh bien, je pense que nous allons tous recevoir une leçon très bientôt et découvrir que la dette a bel et bien de l'importance. La dette ne disparaît pas parce qu'une conférence de presse la déclare mal comprise. Project Freedom devient maintenant Project Nowhere. Donald Trump ne semble pas comprendre qu'il accélère l'accumulation du pouvoir et de la richesse en Orient. La marque est restée grandiose, la destination a discrètement disparu. De mon point de vue, je n'aurais jamais pensé de mon vivant que la Chine finirait par devenir un refuge sûr pour la richesse mondiale. Mais si vous devez faire un choix maintenant, que vous soyez au Nicaragua, en Italie, en Thaïlande, au Vietnam ou ailleurs, entre placer votre argent dans nos banques ou le placer dans des banques chinoises, vous allez aller vers la Chine. Il n'y a aucun doute là, dessus. Pourquoi? Parce que nous avons démontré que si vous placez votre argent dans nos banques, nous en ferons tout ce que nous voulons. Et si nous décidons que vous ne pouvez pas y avoir accès, qu'allez-vous faire? Vous ne pouvez rien faire. Les gens migrent donc vers la Chine comme partenaire stratégique plus fiable dans ce domaine que nous. La Chine est redevenue ce qu'elle a été pendant quelques milliers d'années, l'atelier du monde. Les Chinois produisent tout plus vite et mieux que nous. Leurs véhicules électriques surpassent tout ce que nous avons. Des gens descendent au Mexique pour acheter des véhicules électriques chinois, puis les conduisent vers le nord aux États-Unis parce qu'ils sont très performants et fiables. Il y a des gens au Congrès qui essaient de comprendre comment empêcher les citoyens américains d'acheter des véhicules électriques au Mexique et de les conduire vers le nord. On ne peut pas inventer cela. Rien ne dit mieux la confiance dans le libre marché que de paniquer lorsque les consommateurs choisissent librement le meilleur produit. Je pense que nous avons atteint un moment semblable à 1492. L'année 1492 est un tournant, non pas simplement parce que Colomb est tombé sur l'hémisphère nord et sur ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Elle est devenue un tournant parce que, soudainement, le commerce s'est déplacé de la Chine et de l'Inde, qui passaient par l'Asie centrale et la Turquie vers l'Europe.
et s'est dirigé vers nous. Nous avons ainsi pu exploiter l'or, l'argent et toutes les choses qui comptaient, même la nourriture, tout ce que l'on peut imaginer qui se développait dans le monde occidental, dans l'hémisphère occidental. Cela nous a rendus riches et puissants. Quand je dis nous, je parle principalement des puissances européennes. Et nous avons développé la technologie qui nous a aidés à dominer. Maintenant, tout est en train de basculer. Cette sorte de vague de changement se déplace vers la Chine, l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée et l'Inde. Je ne vois pas cela s'inverser de sitôt. Et nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Nous ne regardons pas ce qui doit se passer à l'intérieur de notre propre pays. L'Empire continue de chercher des ennemis à l'étranger parce que regarder dans le miroir interromprait le slogan. Si Trump recommence à bombarder après son retour de Beijing, il faudra une décennie avant que quoi que ce soit se rétablisse dans le Golfe. Mais ce rétablissement ne nous impliquera pas, nous ne retournerons jamais dans le Golfe. Nous ne reconstruirons pas ces bases que les Iraniens ont détruites. Le pays qui reviendra avec de l'argent, avec la capacité d'investir dans le changement et le développement, ce sera la Chine. Les bombes tombent, les bases brûlent, et le contrat de reconstruction part vers l'Est. Nous avons déjà vu les Chinois intervenir avec succès pour tenter de négocier une nouvelle relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran est un allié de la Chine. L'Iran est un allié de la Russie. Ces choses sont réelles, tout le monde le sait. Et les Russes et les Chinois vont combler le vide. Ils vont fournir ce que nous ne pouvons pas fournir. Mais ce qu'ils feront pas, je pense, c'est promettre de défendre tout le monde jusqu'à la mort et stationner leurs forces dans la région. C'est pas dans la nature de la Chine. Les Chinois ne veulent pas faire cela. Les Chinois sont vraiment axés sur les marchés et les affaires. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour développer cela et ils ne vont pas intervenir, interrompre ou perturber les affaires internes de ces États. Un de mes amis était au Kenya, puis il a passé beaucoup de temps dans d'autres États africains et il était très frustré parce que les Chinois réussissaient toujours à nous devancer dans les offres et à nous surpasser dans l'exécution. Nous arrivions en promettant de faire des choses et au bout du compte, les Africains choisissaient les Chinois. La raison fondamentale, c'est que nous entrons dans un pays et disons « nous sommes heureux de faire ceci, ceci et ceci ». Cependant, vous devez changer votre bilan en matière de droits de la personne. Vous devez modifier votre système politique. Vous n'êtes pas suffisamment démocratique. Les Chinois arrivent et disent « la façon dont vous gouvernez est votre affaire, c'est votre problème ». Nous voulons simplement faire des affaires avec vous, cela fait une énorme différence. Washington arrive avec une leçon attachée à la facture, Beijing arrive avec un contrat et moins de sermons. Il y a une autre chose importante à comprendre. En 1940 et 1 à 1942, dès que la guerre a vraiment commencé et que nous y sommes entrés, nous et les Canadiens étions tous deux très impatients de débarquer en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous voulions débarquer en France en 1942. Nous et les Canadiens n'avions pas encore combattu les Allemands. Nous ne savions pas à quoi nous avions affaire. Et les Britanniques sont devenus très frustrés par nous. Le maréchal Montgomery, qui n'était pas encore maréchal à ce moment-là, commandait les forces sur le territoire national. Il a finalement dit qu'il pensait qu'il devrait simplement laisser les Canadiens, qui étaient les plus agressifs, faire un débarquement. Quelqu'un lui a fait remarquer qu'il avait dit que si les Canadiens faisaient cela, ils seraient tous tués. Il le savait. Il voulait l'empêcher. Mais il n'écouterait pas et il finirait de toute façon par obtenir ce qu'il voulait. Ils l'ont fait. Le 19 août 1942, les Canadiens ont lancé un raid. Il s'appelait le raid de Dieppe. Il impliquait plus de 6000 hommes, avec des navires, de l'artillerie, des chars et tout le reste. Les Allemands l'ont anéanti. Beaucoup de gens ont été tués, beaucoup ont été faits prisonniers. Et encore une fois, les Britanniques avaient dit de ne pas le faire, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'ils devaient chercher une autre occasion. Je pense qu'il y a probablement eu des gens qui ont dit la même chose au président Trump. Nous ne pouvons pas vraiment faire à l'Iran ce qu'il veut faire. Il doit y avoir une autre façon. Si il veut tenir
l'Iran responsable de toutes les choses terribles dont il l'accuse. Mais la puissance militaire n'est pas la bonne réponse. Certainement pas avec ce que nous avons, mais il n'a pas écouté. Et nous avons donc vécu l'équivalent d'un anéantissement comme les Canadiens à Dieppe en 1942. L'histoire avait fourni l'avertissement, l'administration l'a traité comme des petits caractères sur une affiche de campagne. C'est tragique à dire, mais je pense que cette administration est finie. Il ne s'en remettra pas. Le reste du monde va souffrir. Nous allons souffrir et les gens vont chercher quelqu'un à blâmer. Il n'est pas seul. Mais il finira par être le principal bouc émissaire de tout cela. Quand il a prononcé le discours sur l'état de l'Union et mentionné que nous allons empêcher l'Iran d'avoir un jour une arme nucléaire, tout le monde s'est levé et lui a fait une ovation. Le Congrès est donc tout aussi coupable. Il finira lui aussi par rendre des comptes. Mais le premier homme qui sera tenu responsable, c'est Trump. Les applaudissements étaient assez bipartisans pour prouver que le mauvais jugement peut aussi traverser les lignes de parti. Je pense que les milliardaires qui l'ont fait élire vont tenir une réunion et ils vont probablement dire au cabinet qu'il est temps de changer. Ils voudront faire entrer leur deuxième candidat, J.D. Vance. La question est de savoir si J.D. Vance peut entrer dans la crise que nous allons voir se dérouler dans les mois à venir et faire une quelconque différence. Cela reste très ouvert au débat. Et il a fait partie de tout cela d'une manière très dramatique et sérieuse. Tous ceux qui ont fait partie de cette administration vont en souffrir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt